Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. Et les experts, à 7h moins le quart, sont au rendez-vous pour vous informer. François Clémenceau, rédacteur en chef international au JDD. On commence par vous, cap sur l'Italie ce matin, parce que demain, nous saurons qui sont les candidats à la primaire du mouvement 5 étoiles pour la campagne des prochaines législatives. Alors, le fondateur Beppe Grillo ne se présente pas. Il s'est même carrément mis en retraite de l'organisation. Et le seul, finalement, qui émerge pour le remplacer n'a que 31 ans. Oui, on savait que le mouvement Cinque Stelle recelait de nombreux talents en provenance de toutes les strates de la société italienne, mais personne n'imaginait que la star montante du mouvement et le probable candidat pour devenir le prochain président du Conseil italien serait si jeune. Il s'appelle Luigi Di Maio, il a été élu vice-président de l'Assemblée nationale, il n'avait que 26 ans. Il est nettement moins fantasque que son patron Beppe Grillo, mais il n'a aucune expérience exécutive. Il est originaire de la région de Naples, où il a fait du droit. Pour payer ses études, il a fait des petits boulots, maintenance informatique, service d'ordre dans les stades. Et est-ce que son apparente modestie, entre parenthèses, il est plutôt beau gosse, comme dirait ma mère, mais est-ce que c'est cette modestie qui plaît tant au sein du mouvement et sur la scène nationale? Toujours est-il qu'il devrait être effectivement demain à Rimini, plébiscité lors des primaires. Et on vous donnera avec Eva et Nadia notre avis hors antenne. Est-ce que ce nouveau leadership annonce aussi un changement de programme? Alors pas vraiment. En fait, le mouvement 5 étoiles, il est toujours aussi inclassable. Son apprentissage du pouvoir au Parlement, comme dans les grandes mairies, a été particulièrement difficile, même catastrophique, à Rome, la capitale, du fait même de l'inexpérience et d'une forme d'idéalisme viscéral qui s'accommode mal des chiffres et des contraintes. Alors là, pour le programme national, jugeons sur pièce, Luigi Di Maio propose le revenu universel à la Hamon, une lutte implacable contre l'immigration, ce qui le rapproche de Berlusconi, l'abandon des énergies fossiles, comme Mélenchon, une relance des investissements publics, comme le souhaite aussi Matteo Renzi, et une levée des sanctions contre la Russie, comme la plupart des grands partis nationalistes européens. Dites-moi, 5 étoiles a vraiment ses chances de s'emparer du pouvoir? Ça dépend de quand aura lieu le scrutin. On évoque la fin de l'année, le début de l'année prochaine. Et à ce stade, si on devait voter demain, les 3 principales forces italiennes, centre-droit, centre-gauche et 5 étoiles, sont quasiment à égalité. Ce sera donc intéressant de voir si Luigi Di Maio permet de faire bouger les lignes. Mais la proportionnelle plaide en faveur d'une coalition et pose donc la question: qui accepterait de gouverner et à quelles conditions avec Luigi Di Maio s'il devenait le prochain futur Premier ministre de l'Italie? En tout cas, début de carrière demain pour lui, enfin en tout cas à la tête des Cinque Stelle. On passe à l'économie avec vous, Emmanuel Dutheil. C'est une information Europe 1 que vous nous révélez ce matin. Le moral des patrons flanche. Oui, depuis quasiment 2 ans et demi, on fait chaque mois ou presque avec CCI France et Opinionway un grand sondage du moral des patrons. Et là, on peut le dire, septembre sonne la fin de l'euphorie collective. Notre indicateur de l'optimisme tombe en cette rentrée à son plus bas niveau depuis que l'on réalise ce baromètre. C'est-à-dire que c'est même pire que sous François Hollande, c'est d'autant plus étonnant que lors des 2 dernières rentrées, il y avait eu un vrai rebond du moral en septembre. Généralement, on rentre de vacances, on est bronzé, on est heureux. Et bien là, semble-t-il pas du tout. Finalement, la chute d'Emmanuel Macron est aussi vertigineuse auprès des patrons que du reste de la population. Autre chiffre de notre enquête qui vient le confirmer, à peine plus d'un dirigeant sur 2 se déclare être satisfait de son action. C'est une chute de 23 points depuis le début de l'été. Et on a des éléments d'explication? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont les plus petits patrons qui sont les plus inquiets. C'est chez les moins de 10 salariés que l'indicateur d'optimisme recule le plus. Alors ça peut paraître totalement étonnant, alors que par exemple les ordonnances ont été vraiment mitonnées pour les plus petites entreprises, avec par exemple le dialogue social sans syndicat dans les TPE. Ce qui est certain là encore, c'est que l'élection d'Emmanuel Macron, considéré comme un président très pro-entreprise, a suscité un gigantesque espoir. Espoir, semble-t-il, un petit peu déçu pour le moment. Regardez, on sonde chaque mois les patrons sur des mots-clés. Inquiet, plus 9 points. Méfiant, plus 5 points. Confiant, moins 4 points. Angoissé, plus 6 points. Et un signe qui ne trompe pas, 43% des patrons disent que c'était mieux avant. C'est 10 points de plus que lors de notre dernière vague. Ce sera mieux demain, moins 7. Ouais, ça, c'est une rengaine qu'on connaît bien. C'était mieux avant. Dites-moi, il doute de la politique économique qui est menée? Alors, on est quand même français, donc malgré tout, on n'est pas un paradoxe près. À la question, quelle note donneriez-vous au gouvernement sur sa politique économique? Réponse
7,4. C'est quand même qu'ils doivent pas Sur être 10, si c'est bas, à n'y oui, rien sur 10. comprendre. Oui. C'est à n'y rien comprendre. Quand ils sont par exemple 61% à se dire favorables au plafonnement des dommages et intérêts fixés par les prud'hommes en cas de licenciement abusif. Bon, c'est pas mal, même si on aurait pu s'attendre à un petit peu plus, parce que c'était tellement réclamé à corps et à cri par les patrons. On peut aussi dire que 78% sont satisfaits par exemple des contrats de chantier. Voilà quelques mesures qui ont pu être sondées. Alors finalement, c'est un peu comme s'ils pensaient qu'il y avait quand même de bonnes idées, mais que ça patouille un petit peu dans la mise en musique. Donc vraiment, cet indicateur, c'est une sorte d'avertissement. Il y a des bonnes idées, mais maintenant, il faut des résultats. Eh oui, comme d'habitude. Très français, ça aussi. Non, mais cette idée qu'il faut avoir à la fois le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, et que si on n'a pas tous les avantages sans aucun inconvénient, rien n'est formidable, c'est quand même désespérant, un peu désespérant. Un peu, c'est vrai. Eva Rock, on va reprendre espoir, vous. J'ai des résultats. Oui, parce qu'il arrive que les bonnes nouvelles, les annonces soient suivies de bonnes nouvelles. Eh bien oui, parce que la télé, elle a des vertus, Raphaël. Rappelez-vous, le 7 septembre dernier, je vous présentais un documentaire qui avait été diffusé sur France 3 qui s'appelait « Et la jeunesse bordel ». Pendant 1 an, le réalisateur Jean-Charles Doria avait suivi 8 jeunes qui entrent ou tentent d'entrer dans le monde du travail, dans la vie active. Voilà. Et on découvrait notamment Benjamin, 21 ans, qui, après 3 ans de petit boulot, avait décidé de reprendre ses études pour obtenir une licence en informatique. Il avait quitté le Nord, sa famille, direction Aix-en-Provence avec sa petite amie. Il vivait dans un mobil-home. Enfin, c'était vraiment la galère. Et surtout que le jour de la rentrée, contre toute attente, l'administration rejetait sa candidature, donc retour à la galère, extrait réalisé en caméra cachée. Pour réussir en licence informatique, il faut avoir le niveau du bac S. Prouvez-le que vous êtes motivé de passer le bac S. Ce qui me motive, c'est d'avoir la licence, parce que moi j'ai un projet professionnel derrière, devenir développeur informatique, et pour ça j'ai besoin de cette licence. Eh ben, vous passez un bac S. Voilà, vous passez un bac S, c'était tellement facile, donc impossible en fait. Voilà, impossible pour Benjamin de reprendre sa scolarité, retour aux galères du quotidien, sauf que... Et c'est là qu'elle est là, la bonne nouvelle. Sauf que le lendemain de la diffusion du reportage, c'est le recteur de l'académie de Nice qui a contacté en personne le jeune homme, l'a inscrit en DUT dans son académie. Donc Benjamin peut reprendre ses études et surtout va pouvoir arrêter de multiplier les CDD en parallèle parce que c'est une formation en alternance, donc il est rémunéré, il a un poste dans une administration. Et c'est pas tout. Le réalisateur Jean-Charles Doria m'a aussi annoncé hier soir que Benjamin et son ami vont pouvoir emménager dans un logement étudiant de 32 mètres carrés au loyer très modéré. Donc précision importante, je voulais vous dire que si je vous en parle ce matin, c'est bien parce que j'en ai discuté avec le réalisateur et la société de production du reportage Tony Comiti et qu'en aucun cas il s'agit d'une volonté du recteur de médiatiser ce dossier puisqu'il n'a jamais fait savoir qu'il avait mis en place cette procédure. Et sinon, vous pouvez quand même regarder la télé ce soir et je vous conseille Complément d'enquête qui est présenté par Thomas Soto en direct depuis l'Elysée et c'est sur France 2 à 22h45. Europe 1.